Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'intestin ou comment sortir du cercle vicieux de la porosité intestinale. Le tube digestif part de la bouche jusqu'à l'anus et il y a une grande partie, l'intestin, qui est un tube avec de nombreux plis. Ces plis se nomment des villosités et tout au long de l'intestin, il y a des cellules intestinales et sur ces cellules, chaque cellule possède une partie supérieure en forme de gants avec comme des doigts qui dépassent. C'est ce que l'on appelle des microvillosités. Cette structure intestinale avec les villosités et microvillosités permet à l'intestin, sur 6 à 7 mètres de long, de couvrir une superficie de 350 à 400 mètres carrés. Ce qui est énorme. C'est d'ailleurs la plus grande surface de contact entre notre corps et l'extérieur. Pour gérer une très grande surface de contact, il faut des systèmes de protection. Notre corps en possède plusieurs. Il y a tout d'abord le mucus, qui est produit par les cellules de l'intestin et qui permet de créer un film protecteur sur la paroi de l'intestin. Ce film permet d'éviter aux cellules de l'intestin d'être agressées par des molécules toxiques et donc d'être en état d'inflammation. Ensuite, le deuxième système protecteur va se trouver à l'intérieur du corps. Ce système, c'est le système immunitaire. Plus de 70% de notre système immunitaire se concentre au niveau de l'intestin parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent intervenir entre le tube digestif et l'intérieur du corps et qu'il va falloir que le corps gère la présence de bactéries, de micro-organismes qui peuvent passer, mais également de substances issues de l'alimentation. Donc le système immunitaire est fortement sollicité à chaque cycle digestif. Ensuite, il y a un troisième centre de protection, c'est le système nerveux. Le système nerveux de l'intestin, qu'on appelle souvent deuxième cerveau, mais que les civilisations anciennes ou philosophies anciennes appelaient même le cerveau principal du corps, parce qu'il est lié à notre état émotionnel, intimement lié à notre état émotionnel. Ce système nerveux est très important. Je ne vais pas parler ici du facteur émotionnel, je vais parler principalement de l'alimentation et de ce qui agresse l'intestin par les éléments que l'on consomme. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être les boissons, éventuellement aussi les médicaments. Je vais me limiter à ça principalement aujourd'hui. Ce système nerveux au niveau de l'intestin envoie de nombreuses informations à notre système nerveux central, à notre cerveau principal. Et grâce à ces informations, notre corps va pouvoir gérer la progression du contenu des aliments dans l'intestin. Il ne fait pas que ça, bien évidemment. Et il va pouvoir enclencher, lorsque c'est nécessaire, l'évacuation rapide du contenu de l'intestin. Et enclencher, par exemple, des diarrhées. Lorsque notre cerveau décide d'enclencher une diarrhée, il va y avoir production, au niveau de l'intestin, d'une molécule qu'on appelle la zonuline. Je vais en reparler par la suite. Et cette zonuline a la particularité d'affecter la perméabilité de l'intestin et de favoriser des échanges d'eau pour évacuer le contenu de l'intestin rapidement. De nombreux enfants, d'ailleurs, ressentent ce phénomène. Lorsqu'ils consomment quelque chose qu'ils ne digèrent pas, il n'est pas rare de voir un enfant partir en diarrhée. C'est un phénomène totalement normal et totalement contrôlé par notre corps. Dernier système de protection maintenant, la flore intestinale, le microbiote de l'intestin. Ce microbiote intestinal est très important. Il faut savoir que le corps humain se compose à 10% de cellules humaines et à 90% de cellules bactériennes ou de divers micro-organismes. Il est donc très important d'en tenir compte. Et cette flore intestinale joue un rôle capital pour la gestion du système immunitaire, en tout cas la maturation et les échanges avec le système immunitaire, mais également joue un rôle essentiel pour promouvoir et entretenir la bonne santé. Lorsque la flore intestinale s'adapte à une situation problématique, elle se raréfie. Et quand elle se raréfie au niveau de sa biodiversité, nous finissons par avoir certaines pathologies qui se développent. Il y a un état inflammatoire qui se développe et certaines pathologies qui se développent beaucoup plus facilement. C'est le cas de l'obésité, de la prise de poids au niveau de l'abdomen, mais également du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, de troubles cardiovasculaires, de troubles neurologiques.
ou encore d'autres perturbations hormonales. La flore intestinale joue donc un très grand rôle. Alors si je vous dis quelles sont les causes de la porosité intestinale, vous allez peut-être me répondre, c'est le gluten. J'ai lu que le gluten était toxique. Et d'ailleurs, comment penser autrement quand on voit de nombreux titres de livres ou de journaux, d'articles parlant de la toxicité du gluten, faisant l'apologie de la toxicité du gluten. Vous allez peut-être me dire aussi, c'est la caséine et les produits laitiers qui sont fortement décriés actuellement. Je vais vous répondre à cela, oui, mais pas seulement. Pas seulement parce que ça, c'est pas la cause principale. C'est seulement la suite, c'est-à-dire c'est un élément qui aboutit à cette cause principale, mais ce n'est pas la cause principale. En Occident, nous avons tendance à être très nombrilistes. On regarde notre petit coin en essayant d'étudier notre petit truc avec un angle de vue, mais on manque souvent de recul. Et je vous propose aujourd'hui de prendre un peu de hauteur et de recul. Quand on s'ouvre un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on peut s'apercevoir qu'en Asie, l'intolérance alimentaire la plus répandue, c'est l'intolérance au riz. Et cette intolérance au riz a pour conséquence des problèmes au niveau de l'intestin et de nombreux problèmes dans l'organisme, qui sont exactement les mêmes problèmes qu'avec le gluten. C'est intéressant de regarder ça parce que cette similitude montre que ce n'est pas le gluten qui pose problème, mais autre chose. Cette information est aussi très importante parce que quand on regarde de nombreux livres, magazines, sites internet, où on vous parle du gluten et des alternatives au gluten, on vous dit mangez du riz. Le riz c'est très bon pour la santé. Alors oui, le riz ça peut être une alternative au gluten. Mais c'est surtout quoi? Quand vous enlevez le gluten et que vous consommez du riz, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez l'élément qui cause un problème au niveau du système immunitaire. C'est ça que vous faites principalement. C'est-à-dire que l'intestin est inflammé, des substances non digérées passent la barrière intestinale, et ensuite votre système immunitaire réagit. Et quand vous consommez du gluten, ça réagit très fort, voire très très fort. Ce qui fait que certaines personnes qui sont réellement intolérantes au gluten, les malades cœliaques, ne peuvent même pas consommer quelques milligrammes de gluten. Et le problème, c'est que si vous ne changez pas votre mode alimentaire, votre manière de faire pour réparer votre intestin, et que vous consommez simplement du riz à la place des produits qui contenaient du gluten, vous allez soulager les symptômes au niveau de l'intestin et soulager les symptômes au niveau de l'intérieur du corps. Mais en aucun cas, vous n'allez guérir le problème intestinal, c'est-à-dire la porte d'entrée de ces symptômes, et vous n'allez pas non plus guérir l'état de la flore intestinale. Alors quel est le problème de fond? Le problème de fond, plus que le gluten ou la caséine, c'est un problème de digestion. C'est un problème de digestion parce que de nombreux aliments, finalement, peuvent entretenir ou créer cette porosité de l'intestin. La zonuline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une substance qui va être produite, par exemple, lorsque nous consommons du gluten. Mais surtout, elle est produite lorsque nous digérons mal ce gluten. Si vous consommez du gluten qui a été déjà prédigéré ou que vous digérez correctement, ça ne pose pas autant de problèmes. Par exemple, certaines personnes ne supportent pas le blé, mais peuvent consommer du petit épeautre. Dans le petit épeautre, il y a quand même du gluten. Il est mieux toléré, mieux digéré, mais il est quand même présent. Ce qui montre bien que ce n'est pas un problème de gluten à proprement parler, c'est un problème de digestion. Alors cette zonuline, qu'est-ce qu'elle provoque? Cette zonuline, c'est une protéine ou une hormone, puisqu'elle est produite à différents endroits du corps, qu'elle circule dans le sang. Et cette zonuline va avoir la particularité au niveau de l'intestin, quand elle est produite dans l'intestin, entre autres, d'ouvrir la barrière au niveau des jonctions serrées. C'est-à-dire que les jonctions serrées, c'est ce qui permet aux cellules intestinales d'être l'une contre l'autre et d'être soudées, solides, et de maintenir une certaine perméabilité qui n'est pas excessive. Et lorsque cette zonuline est produite, il n'y a pas que cette protéine, mais entre autres celle-ci, il va y avoir une ouverture. Et donc certaines substances vont passer beaucoup plus facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, la zonuline, n'est pas produite qu'au niveau de l'intestin. Elle est produite au niveau des reins, au niveau du cerveau, au niveau du cœur,
au niveau de différents organes de notre corps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est produite en quantité dans les maladies inflammatoires. Diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires, problèmes hormonaux, troubles métaboliques. Ce qui est intéressant, c'est que ces maladies sont favorisées par une flore intestinale avec une faible diversité. Et cette faible diversité signifie d'ailleurs que le corps a de moins en moins de capacités adaptatives, c'est-à-dire qu'il va de moins en moins pouvoir faire face à son environnement, gérer les changements alimentaires, gérer des situations qui changent au niveau de l'environnement. L'organisme est tout simplement plus fragile. Donc une flore intestinale fragilisée ou affaiblie va être la porte d'entrée pour les maladies inflammatoires et pour la production de cette zonuline. Et cette zonuline produite régulièrement en quantité et entretenue par la mauvaise digestion va faire qu'on va entretenir une barrière intestinale hyper perméable. Donc on entretient de la porosité intestinale. Vous pouvez enlever le gluten si vous continuez à entretenir la perméabilité de l'intestin, parce que la flore intestinale n'a pas retrouvé un état normal, parce que l'état d'inflammation dans le corps n'a pas retrouvé un état normal, on entretient la situation. C'est pour ça que je parle de cercle vicieux. Alors, que se passe-t-il? Lorsque nous mangeons, notre flore intestinale évolue, elle s'adapte. C'est pour ça que je ne parle pas de déséquilibre, mais d'adaptation. Si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous n'aurez pas la même flore intestinale que si vous mangez beaucoup de sucre. Vous n'aurez pas la même flore intestinale que si vous mangez beaucoup de gras ou beaucoup de protéines. Et cette flore intestinale va encore évoluer si vous ne digérez pas correctement le contenu de vos repas. Si vous ne digérez pas correctement les glucides, vous allez aller vers une flore de fermentation. Si vous ne digérez pas correctement les protéines, c'est une flore de putréfaction. Et cette flore va encore changer si vous ne digérez pas correctement les graisses. Le problème, c'est qu'à force de mal digérer régulièrement, de manière récurrente comme cela, vous allez petit à petit perturber cet intestin, c'est-à-dire que la flore va être de moins en moins diversifiée. Et à force d'avoir une flore qui est de moins en moins diversifiée, on crée tout un tas de pathologies. Donc vous prenez de la glutamine ou vous prenez tout un tas de produits probiotiques par exemple, mais vous entretenez cette porosité de l'intestin et cette manque de diversité au niveau de la flore par l'alimentation, finalement vous entretenez ce problème. Alors d'autres facteurs entretiennent le problème. Certains médicaments, des anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène par exemple, le kétoprophène, on retrouve aussi l'aspirine, on retrouve les chimiothérapies, la radiothérapie qui peuvent causer des problèmes au niveau de l'intestin. Bien sûr les antibiotiques par rapport à l'effet sur la flore bactérienne. On va retrouver aussi tous les produits qui sont des antiacides, qui eux vont perturber la digestion et donc sur le long terme ça va affecter par voie de conséquence la flore intestinale. On peut également avoir le stress, l'alcool, les sodas, tout un tas de choses qui va entretenir et amplifier ce phénomène. Les édulcorants également, comme l'aspartame par exemple. Alors si vous voulez agir en profondeur, il va falloir stopper ce cercle vicieux, c'est-à-dire arrêter d'entretenir cette porosité intestinale et arrêter d'entretenir cette faible diversité bactérienne au niveau de l'intestin. Alors que faire? Prendre des compléments alimentaires? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas la solution principale. Pour moi, je vais vous donner 3 axes. Le premier axe, c'est l'alimentation et surtout la digestion. Commencez à vous centrer sur votre digestion. Arrêtez de dire oui, mais c'est parce que les industriels nous produisent des aliments qui sont indigestes, nous produisent des aliments qui sont de mauvaise qualité. Arrêtez de dire oui, on nous donne du blé qui est muté. Ok, très bien. Ça, c'est la situation actuelle. Mais au lieu de se plaindre de ça et de dire c'est la faute à, prenez maintenant votre propre responsabilité de dire ok, je vais commencer à m'intéresser à mon corps et à regarder comment ça se passe au niveau du système digestif pour faire en sorte que la digestion se passe mieux. Mieux digérer, ça veut dire déjà mieux mastiquer. Si vous ne mastiquez pas beaucoup, mastiquez plus. Prenez votre repas dans un environnement plus favorable, plus calme. Adoptez un comportement après le repas qui est plus favorable. C'est-à-dire si après le repas, vous savez que vous avez du travail intellectuel intense, vous êtes dans le stress, vous faites de l'activité physique, il va falloir adapter ce repas pour qu'il soit plus facilement digéré. Est-ce que vous avez, après votre repas ou dans les heures qui suivent, à quelques moments de la journée, beaucoup de ballonnements, beaucoup de gaz, odorant ou pas?
Ça va montrer que votre digestion n'est pas satisfaisante. Avez-vous des coups de fatigue après le repas? Si vous avez tendance à avoir des coups de barre après le repas, que vous prenez du café ou d'autres stimulants pour vous booster, c'est problématique. Cela indique une situation problématique. Et même si vous prenez du café par habitude, en disant moi j'ai pas de souci de digestion, ça va bien, j'ai une bonne énergie après le repas. Mais en fait, si vous prenez un café par habitude, de toute façon, ça camoufle les choses. Et il faut savoir que le café va de toute façon perturber aussi la digestion. La digestion ne se passera pas de la même manière que si vous ne prenez pas ce café. Ça va perturber la digestion. Regardez aussi la composition de vos repas. Regardez le choix des aliments. Si vous ne tolérez pas le gluten ou n'importe quel aliment, enlevez-le. Arrêtez de le consommer en permanence parce que cela entretient le problème. La composition des repas. Beaucoup de personnes ont tendance à faire des repas avec beaucoup de choses, beaucoup d'aliments différents sur un même repas. Et ça pose de gros problèmes parce que notre corps n'est pas capable de faire une digestion correcte avec plein d'aliments différents. Il faut donc simplifier, épurer l'alimentation. De la même manière, il y a trop souvent des préparations industrielles, des produits industriels dans l'alimentation. Et ces produits industriels sont indigestes au possible, de par les ingrédients qu'ils contiennent, le niveau de transformation de ces ingrédients. Donc on entretient cette indigestion récurrente. Et le problème, c'est que quand on est en mauvaise digestion du matin au soir, ça peut poser des soucis importants. Encore une chose par rapport à l'alimentation, vous pouvez faire attention à l'organisation de votre alimentation pour que cette organisation soit cohérente sur l'ensemble de votre journée afin qu'elle soit compatible avec votre capacité digestive. Si vous faites 4-5 prises alimentaires par jour, à chaque fois avec des aliments lourds à digérer, au bout d'un moment, vous allez dépasser votre capacité digestive. Et dès que vous dépassez votre capacité digestive, ce sont des aliments mal digérés qui vont entretenir une flore intestinale raréfiée, qui vont entretenir l'inflammation de l'intestin et cette porosité de l'intestin. Donc première chose, la digestion, parce qu'elle va permettre d'arrêter d'entretenir ce terrain favorable à la porosité de l'intestin. Deuxième axe, l'allègement alimentaire. Si vous voulez vraiment guérir en profondeur, il va falloir laisser votre intestin au repos. Donc, mettre du repos dans l'intestin, ça veut dire alléger l'alimentation considérablement et même, lorsque c'est possible, jeûner. Le jeûne, hydrique ou sec, va être l'aboutissement le plus poussé. Vous pouvez faire du jeûne sec, du jeûne hydrique, vous pouvez alterner les deux. L'important va être de permettre à l'intestin de se réparer. Si vous n'êtes pas prêt à faire un jeûne parce que vous avez un peu peur, parce que votre activité pour l'instant ne vous permet pas de prendre une période de calme et de repos pour pouvoir jeûner, faites une diète, c'est déjà une très bonne chose, ou des petits jeûnes. Mais vous pouvez faire une diète à base de fruits et de légumes, ce sera déjà très intéressant. Toujours en adaptant les choses à votre sensibilité personnelle. Si vous ne supportez pas le cru en grande quantité, faites un peu de cru et faites surtout du cuit. Ou alors utilisez les jus. L'objectif va être d'alléger le travail digestif, d'alléger le travail intestinal et d'aider l'intestin à récupérer. Le jeûne va être très efficace pour récupérer rapidement. Mais rapidement, ça veut dire qu'il faut quand même un certain temps. On ne va pas récupérer en 3 jours de 10 années de maltraitance intestinale, de 10 années d'inflammation de l'intestin, avec des quantités importantes de molécules qui pénètrent la barrière intestinale. Si vous êtes dans cette situation-là, j'ai accompagné pas mal de gens dans cette situation, il est nécessaire d'avoir un petit peu de patience pour que le corps fasse le travail. Si vous êtes déçu en disant j'ai fait 5 jours de jeûne et honnêtement ça ne marche pas, mais il faut savoir que 5 jours de jeûne seront insuffisants pour réparer un intestin en profondeur. Parce que 5 jours de jeûne, surtout si c'est votre premier jeûne, après 10 ans d'une situation problématique, voire plus, 5 jours de jeûne, votre corps va travailler en nettoyage. Et pour votre corps, la priorité, ce n'est pas l'intestin, c'est le système nerveux, la priorité numéro 1. Donc, votre corps va travailler par étapes et 5 jours seront insuffisants. Il va falloir répéter des jeûnes ou faire des jeûnes plus longs. Et souvent, il faut donc un certain temps. Mais à l'image de la graine que vous pouvez planter dans votre jardin pour pouvoir avoir un plant de courgettes ou un plant de tomates. Entre le moment où vous plantez la graine et le moment où ça fait des fruits, il faut un certain temps.
il va falloir de la même manière laisser un peu de temps à votre corps pour pouvoir faire ce travail de réparation. Donc la digestion dans un premier temps. Ensuite, en parallèle, on va travailler sur le repos et la réparation de l'intestin avec le jeûne. Et le troisième axe important, ça va être de retrouver une flore intestinale plus diversifiée. L'alimentation et le jeûne vont souvent aider à améliorer la situation, mais parfois c'est insuffisant. Il va donc falloir avoir recours, lorsque c'est nécessaire, à des probiotiques, soit des probiotiques naturels, présents dans des aliments fermentés par exemple, ou alors des probiotiques sous forme de compléments alimentaires. Les probiotiques sous forme de compléments alimentaires vont aider, mais je conseille vraiment de prendre ça comme un soutien et pas de prendre des probiotiques pendant de longues périodes. D'une part parce que si vous prenez des probiotiques pendant une longue période, vous allez camoufler la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous allez fonctionner avec une béquille, mais qui ne correspond pas à la situation normale. Vous allez avoir l'impression d'être mieux, de fonctionner correctement, mais votre flore intestinale est-elle réellement satisfaisante? Est-ce que si vous arrêtez ces probiotiques, la situation ne rebascule pas tout de suite? Si elle rebascule tout de suite, c'est que le terrain n'est pas favorable. Et prendre les probiotiques en permanence va camoufler finalement cette information clé de problématique de terrain. Ensuite, prendre des probiotiques sur du long cours peut perturber la flore intestinale. Votre intestin a besoin de fonctionner en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire des aliments qui arrivent. Si vous donnez des probiotiques pendant une longue période, vous risquez d'amener beaucoup de certaines bactéries, mais est-ce que votre corps a réellement besoin d'une telle quantité de ces bactéries-là? Peut-être pas. Peut-être que votre corps a besoin d'évoluer différemment et que si vous l'empêchez d'évoluer d'une certaine manière, vous allez certes calmer des symptômes, mais vous ne savez pas ce que cela peut entretenir par la suite ou aboutir comme conséquence. On ne le sait pas. Et dans le doute, moi je préfère ne pas jouer à l'apprenti sorcier parce que à chaque fois qu'on le fait, le plus souvent, on a des réactions qui ne sont pas toujours bénéfiques. Le mieux est d'amener certaines choses au corps ou à la flore et ensuite de laisser les choses évoluer, de voir comment ça évolue. Et pour finir, je conseille le plus souvent par rapport aux probiotiques, si on doit les utiliser, de prendre des produits qui contiennent plusieurs souches bactériennes en même temps, pas une ou deux, mais aujourd'hui on a des produits qui en contiennent 5, 6, parfois plus. Je trouve que c'est plus pertinent parce qu'on va pouvoir avoir un réensemencement de la flore intestinale qui va être avec un spectre plus large, et ensuite on laisse le corps faire ce qu'il a à faire. On laisse la flore s'équilibrer toute seule en fonction de l'alimentation et en fonction de ce que l'on fait pour entretenir cela. J'espère que vous y voyez plus clair sur cette problématique de porosité intestinale et comment aider votre corps à aller mieux. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.